Bonjour et bienvenue chez Agora, ici Télévision. Kamal Benkiran avec vous. Pour cette fois, mesdames et messieurs, je reçois M. Michel Bussy, écrivain, enseignant-chercheur en géographie pendant plus de 25 ans, et qui a d'abord exploré les cartes du monde avant de tracer dans ses romans celles des personnages en quête de vérité et de réparation. Orfèvre d'intrigues, aux rebondissements multiples, il crée des univers où les lieux sont de véritables protagonistes. Depuis Nymphéa Noire, publié chez les presses de la Cité en 2011, il est l'un des auteurs préférés des Français, récompensé par de nombreux prix littéraires et traduit dans plus de 38 pays à travers le monde. Il vient de faire paraître en août 2025 Les ombres du monde chez les presses de la Cité. Michel Bussy, je vous souhaite la bienvenue avec nous chez Agora, ici Télévision. Bonjour. Alors, fait plaisir de vous recevoir. Félicitations pour cette nouvelle parution, magnifique livre, Les ombres du monde, qui vient de paraître chez les presses de la Cité, mesdames et messieurs. En France, qu'est-ce qui vous a conduit à choisir justement, M. Bussy, le génocide rwandais plus précisément, comme toile de fond pour cette fresque familiale et historique à la fois? Eh bien, moi, j'étais enseignant-chercheur à l'université de Rouen. J'ai été nommé en 1994, donc l'année du génocide des Tutsis au Rwanda, qui s'est produit d'avril 1994 Oui. à juillet 1994. Et donc, ce génocide m'a profondément marqué puisque j'étais chargé d'enseigner la géographie politique aux étudiants. Et évidemment, c'était un des grands facteurs d'actualité de l'époque, plus encore parce que la France était pleinement impliquée dans ce génocide. Et ce qui m'a marqué à l'époque, c'est que la presse française traitait ce génocide de façon radicalement différente de notamment la presse belge, mais aussi de la presse anglo-américaine, y compris canadienne d'ailleurs. Et le regard qu'on pouvait porter sur ce drame, 1 million de morts dans ce génocide, eh bien, était assez différent. En France notamment, il y a longtemps eu cette thèse du double génocide, qui Oui. aujourd'hui est complètement réfutée par les historiens, qui apparaîtrait comme du révisionnisme, mais longtemps la France a effectivement s'est défendue quelque part de son implication par cette thèse du double génocide. Donc c'était très intéressant avec mes étudiants de démonter les mécanismes du génocide, mais aussi de l'information journalistique ou même politique traitant d'un fait aussi majeur de l'actualité. Et puis, j'ai encadré des thèses, notamment, je me suis spécialisé dans la géographie de la démocratie internationale, comparée. J'ai encadré beaucoup de thèses sur la démocratie en Afrique, et le Rwanda restait un grand traumatisme sur le continent africain, puisque c'est le plus grand génocide sur le continent africain qui s'est produit alors que le Rwanda était en voie de démocratisation. En tout cas, les instances internationales essayaient de pousser pour que ce pays se démocratise. Et donc, en 1994, la même année où Nelson Mandela est élu président en Afrique du Sud, donc on voit ça comme un processus de démocratisation, on a ce génocide au Rwanda. Et donc, je suis devenu écrivain, et très tôt, j'ai eu cette idée, cette envie très forte de mêler ce que je connaissais du Rwanda, des causes très complexes de ce génocide, à une fiction. Et en particulier une histoire d'amour, c'est-à-dire très tôt, j'ai imaginé ce qu'on retrouve dans le roman, c'est-à-dire un militaire français, Jorik, un parachutiste Oui. français qui arrive au Rwanda en octobre 1990, et Espérance, une jeune démocrate rwandaise. Ils vont tomber amoureux sans se comprendre, et donc évidemment, c'est la rencontre aussi entre le Rwanda et la France qui ne vont pas se comprendre non plus. Oui, exact. Alors, justement, dans ce livre, vous mêlez personnages de fiction et figures historiques. Donc, de surcroît, vous mêlez le roman l'histoire dans le roman et le roman dans l'histoire, plus exactement. Comment est-ce que vous avez articulé cette démarche entre, justement, invention romanesque et fidélité historique? Parce qu'il fallait rester fidèle à l'histoire. Et le fait de fusionner entre les deux, là, c'est pas évident, je veux dire. Mais comment est-ce que vous avez réussi, justement, à mêler, à opérer cette fusion entre tout ce qui est romanesque et tout ce qui est historique?
Alors, bien sûr, hein, le génocide des Tutsis au Rwanda, il date de 31 ans. Beaucoup des protagonistes de ce génocide sont encore vivants, qu'ils soient rwandais ou qu'ils soient français. Euh, et donc, j'étais obligé effectivement de parler de personnages historiques réels. Je ne pouvais absolument pas tricher avec la réalité. Ces personnages réels, on a aussi bien des Rwandais, on parle du président Habyarimana, mais aussi des Français, des hommes politiques français, des militaires Mhm. français, des mercenaires français également, comme Paul Baril, et puis même, puisque là je suis en direct au Canada, le Canada était très impliqué aussi, puisque Mhm. Roméo Dallaire, hein, le commandant venu Oui, exact. à Kigali, qui a Mhm. beaucoup écrit, et c'est Roméo Dallaire est un des personnages de ce roman. En tout cas, je ne pouvais pas ne pas le citer. Il apparaît à un certain moment donné, notamment quand il a voulu dénoncer, trouver les caches d'armes des génocidaires et que l'ONU l'en a empêché, ce qui aurait peut-être permis d'empêcher ce génocide. Donc ces éléments-là, ils sont rappelés dans le roman. Il fallait à tout prix, effectivement, que je me base sur des faits absolument réels, ne serait-ce que par fidélité à la mémoire des disparus. Mais ensuite, je crois vraiment que la fiction sert à éclairer le réel. Je pense que la Mhm. fiction permet de dire des choses que le réel ne peut pas dire. Et c'est pour ça que j'ai inventé ces personnages de fiction. Et dans ce roman, eh bien, j'ai travaillé de manière à ce que les deux se retrouvent, se rassemblent. Mais je crois que ça fonctionne bien parce qu'en fait, mes personnages inventés sont des personnages anonymes. Espérance, mon héroïne rwandaise, c'est une Rwandaise anonyme qui va croire en la démocratie, qui travaille à la démocratie, puis qui devra fuir, qui devra survivre. Et donc, c'est comme souvent dans des romans, comme dans des grandes presses historiques, on utilise des personnages ordinaires, des personnages qui n'ont pas laissé de nom dans l'histoire, et ces personnages, évidemment, traversent la grande histoire et parfois croisent des personnages historiques. C'est aussi le cas de Jorik et de mes militaires français qui, Oui. effectivement, n'ont pas non plus laissé de nom dans l'histoire, mais qui, évidemment, traversent des événements, des missions françaises, notamment l'opération Turquoise, l'opération Norrois, qui, elles, évidemment, ont été très, très discutées dans l'histoire, mais bien entendu, on ne se souvient pas du nom des soldats qui, eux, ont fait partie de ces missions. Exactement, parfait. Bon, on va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. J'accueille Michel Bussy, qui vient de faire paraître son tout dernier roman chez les Presses de la Cité, Les Ombres du Monde. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, on parle littérature, roman. J'accueille Michel Bussy, qui vient de faire paraître son tout dernier chez les Presses de la Cité, Les Ombres du Monde. Alors, de retour avec vous, Monsieur Bussy, le roman couvre plusieurs époques, 1990, 1994, l'attentat du Falcon, et 2024, 2025. Puis il y a ces magnifiques personnages. Ça commence avec la narration de Espérance, n'est-ce pas? Puis il y a Jorik, Aline, il y a Maë, qui incarnent différentes générations, chacun confronté à l'ombre du passé qui est bouleversant, chacun avec son passé, chacun avec sa propre personnalité. Quel personnage vous a semblé le plus difficile à écrire, Monsieur Bussy? Et pour quelle raison, justement? Ah, c'est difficile à dire parce que chaque personnage a un rôle très très fort à jouer. Paradoxalement, l'héroïne de ce roman, c'est plutôt Espérance, hein. Mhm, Mais peut-être que le personnage peut-être le plus difficile, c'est Maë. Alors, je l'explique. mhm. Maë, c'est la petite fille d'Espérance. Maë, c'est une petite fille, une adolescente, hein, de 15 ans, qui a grandi en France. Sa mère, Aline, est arrivée en France quand elle avait 3 ans. Donc, Maë, elle n'a jamais connu ça. Et simplement, sa mère ne lui a jamais parlé du Rwanda. Elle sait juste que sa grand-mère, Espérance, euh, est morte pendant le génocide des Tutsis au Rwanda. Et donc, Ok. Maë va vraiment vouloir en apprendre davantage sur le Rwanda.
Elle se passionne notamment pour les gorilles, hein, puisque le Rwanda est le seul pays au monde où on peut approcher des gorilles sauvages. Et donc elle se passionne pour ce pays dont est originaire sa grand-mère et qu'elle n'a pas connu. Et surtout, sa mère, Aline, a toujours refusé de lui parler de ce pays dont elle a survécu, mais trop jeune pour s'en souvenir, puisqu'elle avait 3 ans au moment du génocide. Et donc Maé va un petit peu tanner son grand-père, Jorik, ce militaire français, pour retourner au Rwanda. Et donc Maé, je me sers de Maé finalement dans ce roman pour découvrir à travers des yeux neufs ce qui s'est produit au Rwanda. Et Maé, évidemment, une fois arrivé au Rwanda, mais aussi à travers les yeux de Maé, à lire le journal d'Espérance, et donc à savoir ce qui s'est produit au Rwanda 30 ans plus tôt, et notamment avant le génocide, c'est-à-dire en 1990, quand les Français sont arrivés au Rwanda. Oui. Et donc ce personnage de Maé me semble très beau, parce qu'à la fois il a une innocence, une soif de découverte, et à la fois, en lisant le journal de sa grand-mère, elle va évidemment être bouleversée par le destin de sa grand-mère, et donc le propre destin de sa famille, avec ses secrets ou ses non-dits. Eh bien, il y a des thématiques, mais il me semble que celui du pardon, la thématique du pardon, elle est centrale dans ce roman, faut-il dire, tout comme celui de la transmission des chocs et la transmission des traumatismes, qui est aussi un thème très, très central. Quel est le but justement d'aller carrément vers ces thèmes, M. Bussy? Est-ce que le but c'est justement d'explorer le lien entre oubli, mémoire collective et pardon? Est-ce que vous étiez motivé justement par ce regard, par cette tendance à explorer ces trois évidences-là? Oui, alors le thème du pardon, il est indissociable du génocide des Tutsis au Rwanda, puisque, faut-il le rappeler, le génocide des Tutsis est particulier, puisque tous les deux groupes sociaux qu'on retrouvait au Rwanda en 1994, les Hutus et les Tutsis, donc parlaient la même langue, ils priaient tous le même Dieu, ils sont tous catholiques, ils habitaient les mêmes villages et souvent ils participaient au même choral, ils jouaient dans les mêmes équipes de football, donc c'était des voisins, c'était des amis. Et ce qui est le très particulier, c'est qu'effectivement, par la construction d'identités fictives, le fait d'accoler une identité de Hutu ou de Tutsi, eh bien, on va arriver à un génocide absolument effroyable, mais un génocide aussi pour une grande part incompréhensible, puisqu'il n'y a pas de motif ethnique, puisqu'il n'y a pas de motif religieux, il n'y a pas même de motif territorial. Et donc, une fois le génocide passé, une fois ces 100 jours de drame passés, le Rwanda a eu besoin de se reconstruire, puisqu'on comptait à peu près 1 million de suspects, 1 million de bourreaux, 1 million de personnes qui auraient pu tuer, participer à ce génocide. Et évidemment, on n'a pas allé mettre 1 million de personnes en prison, on n'allait pas exiler 1 million de personnes. Et donc, les bourreaux d'hier sont devenus les voisins des victimes d'hier. Et donc, par nécessité, le Rwanda a dû se reconstruire, et se reconstruire également, alors, sur le pardon bien sûr, mais sur le pardon et la justice. Je mets en valeur, notamment dans ce roman, les Gatsutak, c'est-à-dire des tribunaux populaires qui se sont déroulés dans chaque village où la parole devait être la plus ouverte possible. Et donc, effectivement, quand on connaît l'histoire de se rendre au Rwanda, du PNB, qui me disait qu'effectivement, il faut continuer de vivre, il faut continuer de grandir, d'élever des enfants, etc. Mais pardonner, ça n'est pas possible. On peut continuer de vivre ensemble, mais on ne peut pas pardonner. Il faut simplement que le temps passe et que la société continue de vivre de façon pacifiée. Oui, la question du pardon, elle est vraiment complexe et compliquée. Michel Bussy, vous êtes habitué à écrire des polars, n'est-ce pas? Et là, vous y allez avec une fresque, je dirais, une fresque mémorielle et historique avec ce livre-là. Est-ce que vous avez senti une pression en écrivant ce livre? Parce que là, vous êtes dérangé un peu de votre genre habituel. On va avoir la réponse justement après cette pause, mesdames et messieurs. Restez avec nous.
de retour avec vous, mesdames et messieurs, pour continuer notre conversation avec mon invité d'aujourd'hui chez Agora ici Télévision, M. Michel Bussy. Je repose la question à M. Bussy, là. Je vous parlais tout à l'heure justement de cette pression, parce que vous écrivez les polars, n'est-ce pas? Comme je venais de mentionner. Et là, vous y allez avec une fresque historique et mémorielle. Juste savoir si vous avez senti une pression, un décalage en abordant ce nouveau genre, je veux dire. Au contraire, bien le santé pour écrire ce roman, j'ai vraiment eu l'impression que les événements étaient tellement forts, évidemment ce génocide, mais aussi tous les années qui ont précédé ce génocide, que quand je créais mes personnages, ils étaient effectivement portés par le souffle de l'histoire, et donc j'avais l'impression d'écrire un roman et de créer des personnages beaucoup plus profonds à qui il arrivait des événements beaucoup plus quelque part, effectivement, je n'ai pas senti de pression. J'ai au contraire peut-être senti une responsabilité de témoigner, mais souvent les événements étaient tellement extraordinaires en soi, ils étaient tellement édifiants, ils étaient tellement à la fois spectaculaires et terribles que pratiquement je n'avais qu'à les raconter ou à incarner mes personnages, placer mes personnages dans le cadre de ces événements. Parfait. Alors, puis donc finalement, vous confrontez le lecteur à des ondes d'ombre de ce conflit, notamment sur la responsabilité de la France lors du génocide. Le lecteur est carrément projeté vers le 28 décembre 2028 au tribunal Gakaka, vous me corrigerez, hein, de Kibéo. Oui, Ça, c'est à la... Oui, exact, c'est à la page, permettez-moi d'être précis, page 553. Et puis là, on est projeté carrément aussi vers l'an 2040. Là. Et puis, quel impact espérez-vous justement susciter chez les lecteurs face justement à ces projections vers le futur, je veux dire? Eh bien, alors il ne faut pas tout révéler de la fin du roman, Exact. Mais effectivement, les Français eux-mêmes méconnaissent le rôle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Hein. Il faut le rappeler, il y a eu des rapports d'historiens commandés par le président Macron qui ont abouti à la responsabilité accablante de la France, tant sur le militaire. Donc la France est officiellement, effectivement, co-responsable de ce génocide. Donc c'est une page noire de l'histoire de la France, mais qui reste relativement méconnue en France, notamment méconnue dans sa complexité, dans les raisons sur lesquelles la France est arrivée au Rwanda, qui correspondaient plutôt à des amitiés entre présidents, et puis aussi l'implication de mercenaires français qui ont armé des génocidaires, et puis également dans l'attentat qui a coûté la vie au président rwandais et qui est l'étincelle qui a déclenché le génocide. On ne sait pas officiellement qui a tiré ces missiles sur l'avion présidentiel, mais beaucoup de sources peuvent laisser penser que des militaires français pouvaient être impliqués. Donc ça crée quand même beaucoup de mystères, beaucoup de responsabilités, beaucoup, en tant que citoyen français, de vérité qu'on est en droit d'avoir, de connaître. Et encore aujourd'hui, en France, il y a des procès de génocidaires ou de supposés génocidaires qui fracturent la société française et qui font la une de l'actualité. Alors c'est vrai que dans ce roman, je me projette un petit peu dans le futur, mais là je laisse les lecteurs le découvrir parce que je ne voudrais pas effectivement spoiler ou divulgacher la fin de mon roman. Mais évidemment, c'est un roman qui parle d'événements dramatiques, mais qui, j'espère, se termine aussi sur des notes d'espoir. Et c'est pour ça aussi que je me projette dans le futur. Excellent. Parfait. Quel rôle peut justement jouer la littérature dans le devoir de mémoire? Je veux dire, en particulier concernant les drames historiques encore un peu évoqués comme celui du drame ou le génocide de Rwanda. Quel est le regard que vous portez sur le rôle de la littérature à ce niveau? Je crois qu'il est le rôle de la littérature est essentiel. Et alors, évidemment, sur le Rwanda, il y a déjà eu beaucoup de pardon. Oui, sur le Rwanda, il y a déjà eu beaucoup de témoignages. Je pense à celui notamment de Gilles Courtemanche sur un après-midi au bord de la piscine de Kigali, notamment au Canada.
ceux de Roméo Dallaire aussi, bien entendu, hein, avec J'ai serré la main du diable. En France, on a eu beaucoup de témoignages de rescapés. Je pense à Scholastique Mukasonga, hein, qui a une renommée internationale. Gaël Faye aussi, qui n'est pas rescapé du Rwanda, mais qui a grandi au Burundi avec une maman rwandaise. Donc ces témoignages existent déjà pour une part, mais je crois que l'intérêt, c'est aussi l'intérêt de la fiction, Oui. c'est-à-dire au-delà de la nécessité de la mémoire et donc de témoins qui puissent parler de ce génocide. Il faut aussi des témoins du dehors, des gens qui n'ont pas connu le génocide rwandais, mais qui s'y interrogent comme citoyens, et qui donc, ou même simplement comme artistes, hein, comme écrivains, et qui vont essayer de s'intéresser pour avoir un autre regard, un regard peut-être nouveau. Et donc, je crois beaucoup que la fiction permet d'éclairer, et puis permet aussi de sensibiliser. Mon roman, c'est un polar, hein, c'est un thriller, on le lit comme un roman d'espionnage, et donc j'espère, je suis déjà persuadé qu'un certain nombre de lecteurs vont le prendre comme un roman euh, dont on tourne les pages très vite et vont apprendre des choses à propos du Rwanda. Donc la fiction sert aussi à cela. Et on a évidemment l'exemple de l'Holocauste, hein, des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, où, après le devoir de mémoire, eh bien, je dirais dans les années 70, un grand nombre de fictions ont permis d'assurer cette mémoire. On pense à la liste de Schindler, à La vie est belle et beaucoup Oui. d'autres fictions qui, effectivement, ont permis, notamment aux générations d'après, de s'emparer de cette mémoire à travers des fictions, que ce soit des films, que ce soit des livres, que ce soit même des œuvres, des peintures ou toutes les œuvres possibles. Excellent. Les ombres du monde de Michel Bussy, le tout dernier de Michel Bussy. Merci beaucoup, Monsieur Bussy, d'avoir répondu à notre invitation. Je pense que c'est une parution récente, là. Il est déjà dans les librairies? Oui, bien sûr, il est dans les librairies françaises depuis le Mhm. 14 août et je pense qu'on doit le trouver au Canada aussi. On va le trouver très, très prochainement. Les ombres du monde de Michel Bussy. Merci beaucoup d'avoir été présent avec nous. Merci de votre continuel intérêt. Mesdames et messieurs, Kamal Benkiran avec vous. Prochain rendez-vous, comme d'habitude, jeudi à 15h30 chez Agora, à ICI Télévision, Montréal, Québec, Canada. Portez-vous bien. À la semaine prochaine.